Bonjour tout le monde et bienvenue à cette semaine à l'école. Carlo Coccaro avec vous pour le dernier rendez-vous de la saison. On est mercredi 24 juin. L'année scolaire est terminée pour les élèves. Elle se termine dans quelques jours pour les enseignants, dans une semaine ou deux pour les directions d'école. Bravo, félicitations, bonnes vacances tout le monde. Mais avant d'aller en vacances, on a un épisode. Puis je suis content de cet épisode-là parce qu'on le passe entre autres avec ceux qui sont au cœur de l'école, les jeunes. On reçoit Jennifer Robillard de la Coalition Interjeunes et deux jeunes adultes qui portent leur voix autour d'une question toute simple. C'est quoi une école qui a du sens? Et notre ministre de l'Éducation d'un jour pour terminer la saison, c'est Stéphane Boyer, maire de Laval. Mais avant de commencer cet épisode-là, un petit mot sur la saison qui se termine. De la mi-août à aujourd'hui, c'est 40 épisodes, un par semaine, sauf les petites pauses. 40 épisodes, c'est plus d'1 million de vues et d'écoutes sur nos différentes plateformes. C'est 6 co-animateurs et co-animatrices extraordinaires qui reviennent la saison prochaine. C'est des dizaines d'entrevues sur le terrain avec des DG de CSS, des présidents d'associations de parents ou de direction d'école, des enseignants, des directions d'école, même un protecteur national de l'élève et aussi 15 ministres de l'Éducation d'un jour. Mais surtout, cette semaine à l'école, c'est une communauté qui écoute, commente et partage. Et tout ça, c'est vous. Alors, merci énormément d'avoir été au rendez-vous pour ces 40 épisodes-là. Et évidemment, je vous annonce tout de suite la saison 2 qui recommence dès la mi-août. Je vous en parle en conclusion. Avant d'aller plus loin, on va tout de suite commencer avec notre bulletin de nouvelles. Trois nouvelles ont attiré mon attention cette semaine. Tout d'abord, une nouvelle de Radio-Canada. Démission d'enseignants. Québec va enfin obliger la collecte de données. Un article du 17 juin dernier de Fanny Bussière-McNichol en collaboration avec Daphné Dion-Vien. Alors, dès la rentrée, la prochaine rentrée, les centres de services scolaires vont avoir l'obligation de sonder systématiquement les départs des enseignants, sonder les enseignants qui vont en départ et de transmettre au ministère les résultats de leur rencontre ou de leur sondage auprès des enseignants démissionnaires. C'est ce que confirmé Sonia Lebel dernièrement. En 2024-2025, c'est environ 2000 enseignants qui ont démissionné de leur poste, dont 730 qui ont quitté le réseau pour de bon. Donc, documenter la sortie, c'est super important. Il y a évidemment la pénurie qui a cours en éducation. Puis si on veut prévenir, il faut connaître les causes du départ. Je dois simplement dire, il y a eu 730 départs donc d'enseignants qui sont quittés pour un autre métier ou autre chose. 730 sur 90 000 enseignants environ qui ont des contrats, ou même 120 000 enseignants dans le réseau. Ça fait pas un très gros pourcentage. Donc, 730 sur 90 000, c'est 0,008. C'est vraiment pas beaucoup. Dans les entreprises privées, un taux de rotation moyen correct, c'est en bas de 10 %. Donc là, on a moins de 1 % des enseignants qui quittent. Ça veut pas dire que c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est pas important, mais il faut quand même relativiser. C'est pas beaucoup considérant le nombre d'enseignants qu'on a dans le réseau. Mais c'est important. Analysons les causes du départ pour mieux comprendre, mieux prévenir. Ça, c'est sûr que c'est une bonne idée. La deuxième nouvelle, l'Ontario impose des règles d'évaluation à une plateforme numérique dès la prochaine rentrée scolaire. Donc, c'est intéressant de se comparer avec l'Ontario. Donc, le ministre ontarien de l'Éducation, Paul Calandra, impose dès septembre prochain une standardisation de l'évaluation au secondaire, une pondération provinciale unique des notes, examen écrit obligatoire en anglais, en maths et en sciences, et une part de la note liée aussi à la présence et à la participation en classe. Plus que ça, l'Ontario a investi 60 millions de dollars dans une plateforme numérique qui s'appelle Edwin de l'entreprise Nelson Education, qui va être offerte au conseil scolaire, mais qui n'est pas obligatoire. Plusieurs de ces nouveautés-là sont déjà la norme au Québec. Le bulletin unique imposé par le ministère de l'Éducation, check. Des étapes pondérées, on a déjà ça au Québec. Des épreuves uniques en 5e secondaire, puis même en 2e secondaire, qui ont une part importante de la note finale. Check. Donc, l'Ontario a tendance à rattraper un modèle qu'on applique déjà depuis plusieurs années. Là où c'est intéressant, c'est les différences. Donc, tout d'abord, la plateforme qui est suggérée là, par le ministère de l'Éducation, une plateforme pédagogique. Le Québec n'a pas ça. Le Québec n'a pas centralisé des outils pédagogiques pour les enseignants, les centres de services scolaires. C'est 60 millions qui est investi là-dedans, qui est non obligatoire. Mais bon, je ne sais pas pourquoi ils font ça. On verra bien ce que ça donnera comme impact. La deuxième différence, elle est importante, c'est la présence qui est notée. Donc, c'est 10 à 15 % de la note des élèves qui va provenir de l'assiduité et de la participation. Alors que le Québec, nous, on a fait le choix inverse. La note nous mesure les compétences, pas le comportement. On n'achète pas une note avec la présence. Qui a raison ici? C'est un vrai débat de fond, je le trouve intéressant. Le but en Ontario, c'est de décourager l'absentéisme scolaire, ce qui est un but
immensément louable. Mais est-ce que la note devrait représenter la présence à l'école ou exclusivement les compétences de l'élève? Je vous pose la question. Troisième nouvelle, extrêmement d'actualité, la Norvège qui interdit quasiment l'intelligence artificielle générative aux primaires. Donc, c'est une nouvelle de Reuters Oslo du 19 juin dernier, du journaliste Terje Solsvik. La Norvège impose une quasi-interdiction de l'IA générative pour les élèves du primaire de 6 à 13 ans dès la prochaine rentrée. Un usage encadré et prudent au premier cycle du secondaire, 14-16 ans, et un apprentissage assumé au deuxième cycle du secondaire, les 17-19 ans. Le premier ministre Jonas Gahr Støre invoque le risque que les jeunes sautent des étapes essentielles. Le pays propose aussi de financer même un retour aux livres papier en revenant en arrière par rapport à la tablette. Puis, il faut savoir que la Norvège est une pionnière de tout ce qui est numérique. Ordinateur dès les années 90, tablette, iPad. Mais face à la chute des résultats, elle a banni le cellulaire en 2024 et veut interdire les réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans. Et l'IA est la prochaine sur la liste. Donc, le pays le plus numérisé d'Europe qui appuie sur le frein, entre autres au niveau de l'intelligence artificielle. Puis ce qui est intéressant, c'est que le message n'est pas anti-technologie, il est développemental. Donc, le plus important à l'école, c'est apprendre à lire, écrire, compter. Je cite ici. Avant d'automatiser, il faut maîtriser. C'est un argument intéressant. Puis au Québec, quand on parle d'intelligence artificielle en classe, le même argumentaire peut revenir. Fait que la question, c'est pas tant d'être pour ou contre l'intelligence artificielle, c'est à quel âge, pour faire quoi, et après avoir acquis quelles connaissances d'abord. Je trouve que pour le Québec, c'est un précédent qui est très, très crédible d'un pays, d'une nation qui veut encadrer l'intelligence artificielle sans hystérie, sans réaction exagérée, politique, qui est pas fondée. Une chose est sûre, on peut pas se positionner comme système d'éducation puis penser que les entreprises techno vont aller dans le sens idéal pour nos jeunes ou pour notre futur ou pour leur futur. Il faut se positionner. Donc, bravo à la Norvège de le faire. Je ne sais pas si c'est la bonne décision, mais ils le font d'une façon qui semble très intelligente. Et je pense qu'au Québec, on doit se positionner beaucoup plus drastiquement, beaucoup plus rapidement qu'on le fait maintenant. Il y a un petit guide là, qui a été émis pour les enseignants, c'est pas assez. Il faut se positionner par rapport aux apprentissages scolaires dans un contexte d'intelligence artificielle. Et donc, la Norvège nous rappelle que l'essentiel, avant la machine, c'est les humains qui apprennent. Et ça me permet de faire une transition vers l'étoile de la semaine, ces profs qui ont changé des vies. Donc, c'est un dossier complet du Journal de Montréal, publié du 19 au 23 juin, un dossier collectif là, de plusieurs journalistes. Ces profs qui ont changé des vies, 10 portraits d'enseignants, enseignantes inspirantes, racontés par leurs anciens élèves. Donc, pendant qu'on compte les démissions, qu'on documente les départs, les enseignants changent des vies, influencent des vies au quotidien. C'est important de se le rappeler et de vous le rappeler. 4 exemples comme ça. Un homme qui dit qu'il a étudié en médecine seulement parce que son enseignante de sciences lui répétait qu'il était capable. Une prof de maths qui est créditée d'avoir empêché une jeune en difficulté de décrocher. Une femme qui enseigne aujourd'hui dans la même école que son ancienne enseignante 20 ans plus tard. Ou l'hommage d'une adolescente malade à la prof qui est devenue sa personne refuge. Les adultes à l'école, les enseignants et enseignantes, entre autres, peuvent être justement des personnes refuges, des socles extrêmement importants dans la vie de nos jeunes. Et l'année scolaire est terminée. Il reste quelques jours aux profs là, avant leurs vacances. Bravo. Bravo pour vos énergies, vos émotions, votre talent, vos connaissances, vos encouragements et tout le réconfort aussi que vous avez donné aux jeunes que vous avez croisés à tous les jours, tout au long de l'année. Vous êtes extrêmement importants dans la vie de nos jeunes et dans leur futur. Donnez-nous une vraie place, pas juste une occasion de parler. Cette phrase est tirée du rapport de la 9e grande consultation jeunesse publiée ce printemps par la coalition Interjeunes. Pour comprendre ce que les jeunes nous disent vraiment de l'école qu'on leur offre, je reçois 3 invités. Jennifer Robillard, directrice générale de la coalition Interjeunes, qui rassemble plus de 450 organismes et rejoint 280 000 jeunes par année, et 2 ambassadeurs-ambassadrices, Noah Gay et Marie-Joëlle Desroches, qui ont accepté de prêter leur voix aujourd'hui. Bienvenue à vous 3, bienvenue au balado cette semaine à l'école. Merci beaucoup. Merci. Jennifer, parle-nous un peu de ce que c'est la coalition Interjeunes. Qu'est-ce que ça fait au quotidien? La coalition Interjeunes vise à rassembler des regroupements des associations d'organismes communautaires autonomes jeunesse. Donc, principalement, là, je dirais entre 15 et 30 ans, même si on en a qui travaillent avec les plus jeunes, puis bien sûr,
d'autres avec des plus vieux. On travaille de rue, hébergement d'urgence, école de rue, l'autodécrochage scolaire, des maisons de jeunes, grands frères, grandes sœurs. Donc, on en a un peu pour tous les goûts là, en matière de travail avec les jeunes. On fait principalement de la recherche, d'analyse sur les enjeux jeunesse. On travaille aussi en mobilisation, notamment avec la grande consultation jeunesse là, qui s'adresse directement aux jeunes, puis bien sûr en représentation politique. On peut jamais exagérer l'impact des groupes communautaires qui sont dans la société. On les prend pour acquis, on les voit pas aller, mais ce sont des groupes qui font un monde de différence. Bravo de faire le travail que vous faites à la coalition. Merci. La coalition, oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à parler d'éducation pour votre 9e consultation? En fait, on a fait un bilan après les 8 premières qui s'étaient échelonnées sur presque 10 ans, puis l'éducation revenait majoritairement dans les recommandations qui étaient émises au fil des sujets que les jeunes avaient envie d'aborder. On avait énormément de recommandations qui étaient faites au gouvernement. On avait le goût de s'arrêter, voir où on en était en 2026. Et on avait fait aussi par le passé une étude là, sur l'impact des organismes communautaires. Puis peu importe le type, là, même en hébergement, même dans une maison de jeunes, l'éducation, la réussite éducative, la lutte au décrochage sont des sujets qui sont centrales. Le plus de 60% de nos organismes le disaient oui, on en fait, on a un impact là, sur la réussite éducative. Donc, on a décidé d'en faire le sujet. Les jeunes avaient aussi beaucoup de choses à dire avec tout ce qui se passe dans le contexte qu'on entend au niveau médiatique. Donc, ça fait un peu plus d'un an là, qu'on préparait la thématique. Là, puis, on a vu que les jeunes avaient beaucoup de choses à dire. Ben allons parler à ces jeunes-là. Noah, Marie-Joëlle, je suis très heureux de vous recevoir. Je vais commencer avec toi, Noah. Tu es un jeune homme trans qui l'a pas eu facile dans le système d'éducation. Puis, tu sais, les jeunes, on passe beaucoup de temps dans notre système d'éducation, là, présco, primaire, secondaire. Si tu avais à nous décrire un peu ton parcours scolaire, Noah, tu dirais quoi? Ce n'est pas facile. En tant que personne avec des différences, ce n'est pas facile. Moi, mes parents ont décidé de m'envoyer dans une école privée. Okay. Et je me suis retrouvée dans un environnement où est-ce que la population était très homogène en apparence, en idéologie. Ce qui a fait que ça a été difficile pour moi de trouver mon identité. Mm-hmm. Puis une fois que j'ai découvert mon identité, que j'ai décidé que je ne pouvais pas vivre sans au moins pouvoir exprimer ce que je suis, sans même avoir le besoin d'être accepté, simplement de l'exprimer. Juste être toi-même au quotidien. Exactement, juste de l'exprimer. Moi, c'était tout ce que j'avais besoin. Et malheureusement, la direction de mon école a décidé que c'était trop risqué. Question intimidation, qui n'était pas prêt à prendre le risque d'avoir une personne trans, ouvertement trans, dans leur école. Puis ça, on parle de 2015, à peu près. Puis j'imagine que tu voulais être toi-même. Être toi-même, ça veut pas nécessairement... Puis tu sais, pour les gens qui sont en vidéo, le voient, t'as une apparence... au niveau du maquillage, des cheveux, du look qui détonne. Je présume que c'est pas ça que tu voulais. Là. Tu voulais juste être toi-même, t'afficher comme un jeune homme trans, même s'il y avait, je présume, un uniforme scolaire. Là. On n'avait pas d'uniforme. À l'époque, okay. J'étais juste un enfant de 15 ans, femme, avec les cheveux courts. Ça détonnait déjà un peu avec les cheveux courts, là. Ouais. Mais non, simplement, moi, mon besoin, c'était juste de pouvoir m'exprimer, puis l'acceptation des autres, je suis passée par-dessus assez vite. J'ai découvert que j'en avais pas tant besoin. C'est le besoin de s'exprimer qui est important. Je comprends. Et ça a été quoi l'impact pour toi de pas avoir pu le faire, d'être un peu brimé dans ce besoin, désir-là d'être toi-même? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence chez toi, autant au niveau scolaire qu'au niveau personnel? Je considère que ma vie a pris un gros retard de développement quand on compare au développement typique ou ce qui est attendu d'un jeune de 15 à, mettons, à la fin du parcours scolaire comme cégep, à peu près. Ouais, ouais. Beaucoup de retard, question de développement personnel, développement émotionnel. Et je suis quelqu'un qui adore l'école, j'adore étudier, j'adore lire, j'adore... Donc, j'ai été un peu brimée dans mon droit à l'accès à recevoir l'éducation que je veux et que j'adore. Et qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer la coalition Interjeunes et à t'impliquer dans leurs travaux? Cette année, j'ai pris la grande décision de déménager tout seul pour la première fois parce que je me sentais prêt. Et donc, j'ai rencontré un organisme qui s'appelle le Centre Jacques-Cartier à Québec. C'est un organisme résidentiel et communautaire. Il y a des distributions alimentaires, des soupers communautaires, des médiations culturelles gratuites, des plateaux de formation gratuits. Et
ça m'a permis justement comme d'emménager quelque part, de gagner de l'indépendance, pouvoir d'agir, le pari pour, de développer mon pouvoir démocratique à l'intérieur d'une entité qui est plus grande que moi. Marie-Joëlle, de ton côté, toi, tu es une jeune femme autiste qui a aussi, je pense, a eu quelques défis dans le parcours scolaire. Si tu avais à résumer ton parcours scolaire, le primaire, secondaire, tu dirais quoi? Moi, mon parcours, il a été très chaotique, je vous mentirais pas. J'ai passé du primaire français à un primaire anglais jusqu'au secondaire en français à cause de l'intimidation que j'ai vécue tout au long de mon année scolaire. Est-ce que ton autisme a été diagnostiqué tôt dans ton parcours ou plus tard? Plus tard, parce que j'ai un autre diagnostic, j'ai un diagnostic de TDAH. Alors, il mettait beaucoup l'emphase sur ça, puis il trouvait que comme, le spectre de l'autisme, c'était comme vraiment plus tard au secondaire, quand avec l'intimidation, tout ça, c'était comme vraiment plus, je me réservais. J'étais beaucoup enfermée. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus ouverte, j'étais plus joviale, entre guillemets. Et j'ai découvert avec la Coalition Interjeunes le concept de l'école de rue auquel tu participes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est l'école de rue? Moi, mon école de rue, c'est Capable. C'est un organisme communautaire dans ma région qui est le nom complet, c'est Macadam Sud. Okay. C'est un organisme communautaire qui aide autant à trouver de l'aide, du bénévole. Il prend aussi des travaux communautaires. Alors, c'est vraiment, c'est grand, Macadam Sud. Il y a même une maison des jeunes associés. Mais moi, je suis principalement avec l'école de rue. Pour moi, l'école de rue, c'est un peu la même chose qu'au régulier, mais on est beaucoup moins jeunes de un. Ça l'aide beaucoup. Il y a aussi qu'on est 1 sur 1 avec le prof. Alors, on peut voir, on peut voir c'est quoi nos difficultés, c'est quoi nos avantages, qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qui peut nous nuire aussi. C'est le fun aussi qu'à l'école de rue, on n'est pas spécialement toujours à l'école. On a un horaire du lundi au jeudi de 9h30 jusqu'à 4h, 4h15, mais on n'est pas obligé d'être là tous les jours. Okay. Alors, ça peut nous donner un peu de lousse. Oui, beaucoup de flexibilité. Et pour moi, qu'est-ce que ça m'a amené l'école de rue, c'est que ça m'a aidé à trouver mon autonomie, à m'engager dans mon parcours scolaire, puis de définir qu'est-ce que je veux faire plus tard. Jennifer, j'ai été impressionné par le concept d'école de rue. Puis ce que je comprends, c'est que beaucoup de flexibilité, on retrouve les jeunes où ils sont. Mais à qui s'adresse exactement l'école de rue quand on regarde un peu le concept au niveau du Québec? Ben, c'est souvent des jeunes, Marie-Joëlle, elle a continué son parcours, mais généralement, on va retrouver des jeunes qui vont faire aussi un raccrochage social. Donc, ils sont vraiment plus loin de l'école, ils peuvent avoir connu des situations d'itinérance, par exemple. Les intervenants ne sont pas juste scolaires, vont vraiment être des intervenants psychosociaux. On va travailler sur les relations humaines, s'ils ont besoin de nourriture, d'aide sociale, s'ils ont besoin de se faire une carte d'assurance maladie. Il y a vraiment des intervenants qui peuvent les accompagner sur l'ensemble des besoins. Puis souvent, on veut raccrocher les jeunes à juste reprendre confiance en eux-mêmes, puis refaire confiance aussi à l'éducation, puis aux possibilités associées au parcours scolaire. Les écoles de rue permettent ce raccrochage-là. Ah oui. Là, vous avez tenu votre grande consultation jeunesse, là, j'en parlais tout à l'heure. C'est des dizaines de jeunes qui ont été rassemblés pendant une journée avec des ateliers. Si tu avais à nous résumer peut-être les faits saillants de cette consultation de jeunes-là, tu dirais quoi? Ben en fait, c'est 4 sujets qui avaient été choisis. Là, donc, on parlait autant de démocratie scolaire que de parcours, d'inclusion, de diversité. Fait qu'on avait vraiment plusieurs créneaux qui étaient touchés. Un peu ce que je mentionnais juste un peu avant dans les faits, c'était à quel point les jeunes se reconnaissent pas. Pour certains, ils se sont sentis pas en sécurité dans leur milieu scolaire, que l'adulte finalement était pas nécessairement capable de l'accompagner dans les défis qui sont vécus, que les défis commençaient à être grands. Aussi de sentir qu'ils ont vraiment une voix, qui sont maîtres aussi de leur parcours, qu'on va prendre en considération leur opinion. Qu'on fait pas juste les consulter en disant qu'est-ce qu'ils tentent sur l'activité parascolaire le midi, mais on remarque telle chose, voici ce qu'on propose comme parcours pour la suite des choses, puis qui ont vraiment un pouvoir sur leur choix de vie. Noah, je vois que tu es très fière d'avoir participé à la consultation.
Tu disais, tu tiens le rapport toujours pas très loin de toi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de la consultation? En tant que personne, justement, qui a vécu l'expérience en 2015 d'être seule contre le monde, ça me rend émotif un peu de repasser à la grande consultation parce que j'ai vu de telles couleurs, une telle diversité. J'ai vu des jeunes qui vivent des choses si difficiles et pourtant on s'amuse, on a fait du karaoké, on a été capable de brainstormer, de trouver des idées puis de faire des revendications qui tu sais, c'est pas du jargon académique, là, on parle de vraies revendications qui sont vraiment proches du cœur puis qui sont claires, nettes et précises, faciles à écouter. Et c'est tellement une belle cohorte de jeunes avec des expériences différentes on a réussi à créer ça avec notre vécu, à transformer les choses difficiles en quelque chose de beau et de catalyse de changement. C'est fou. Vous êtes les deux, on peut dire, issus de la diversité. Vous êtes une neuroatypique, diversité de genre, diversité sexuelle. Est-ce que vous sentez, j'ai l'impression que je connais la réponse, là, mais vous me direz, est-ce que vous sentez que le réseau scolaire accueille la diversité ou qu'on essaie plutôt d'avoir un moule unique ou en tout cas quasi unique de jeunes? Moi, ça a toujours été... pas que ça n'a pas été accepté, mais c'était mal vu. Puis en plus, moi, j'étais dans une école publique. Alors, c'est encore pire, mettons, à mon opinion. Puis pour vrai, si t'étais gay, c'était un peu mal vu aussi. C'est comme on dirait qu'ils nous mettaient, comme surtout à mon école secondaire, ils nous mettaient par catégorie. Genre, on n'était pas être humain au secondaire, on était comme un animal, comme dans un zoo, puis qu'on était par catégorie. Moi, j'étais dans une catégorie à cause de mes diagnostics, ma divergente, que j'allais jamais réussir dans la vie, mais j'ai 5 stages accomplis, puis je suis en train de réussir mon secondaire. Juste parce que j'apprends d'une différente manière. Il y avait les classes spéciales ou que t'as vraiment comme ton diagnostic est vraiment pire que tout le monde. Alors, il est séparé. Il y avait aussi, c'est ça, une catégorie de divergence que toutes les gays, les trans, les lesbiennes, bi, ils étaient toutes là. Puis c'est juste plate de voir que leur image disait que oui, on est ouvert, mais il était pas ouvert. Puis moi, ça me rendait comme full triste. Parce que je suis comme pas parce que j'ai un diagnostic ou une divergence que je peux pas faire partie d'aller dans des hautes classes comme moi. Mon rêve au secondaire, c'est concentration hors. Mais on me l'a refusé à cause de mon diagnostic, puis j'ai pété une crise envers ma direction. J'ai tout fait pour essayer de me backer, mais il y a personne qui m'a backé jusqu'à temps que je vais à l'école de rue. Je comprends. Allons-y avec vos souhaits pour le monde de l'éducation. On va rester sur le monde de l'éducation. Puis la question se pose de différentes façons. Ça pourrait être qu'est-ce que vous souhaitez pour les jeunes de demain, comment l'école devrait changer, ou même la question pourrait être si vous aviez à revivre, par exemple, votre primaire ou votre secondaire, ce serait quoi vos recommandations pour le système d'éducation? Je vais commencer avec toi, Marie-Joëlle. Moi, c'est sûr, si je revivrais un moment, ça serait avoir plus d'aide de la TES. Même si, dans notre monde idéal, on veut avoir plus de ressources, on veut plus avoir d'aide, mais les profs, ils sont pas dans la capacité d'intervenir parce qu'ils n'ont pas eu de formation. Quand ils sont allés étudier pour devenir prof, là, c'était juste pour donner la matière ou quoi que ce soit. Ils savent pas comment intervenir, puis je mets pas ça tout sur leur faute. Mais c'est juste qu'ils comprennent que les élèves sont pas, je mets entre guillemets, normal. C'est qu'il y en a qui sont comme moi avec un spectre autisme, un TDAH. Alors, j'apprends différemment. Il y a beaucoup de jeunes qui apprennent différemment. Ce que j'entends de ce que tu dis, Marie-Joëlle, c'est un meilleur appui des adultes à l'école, les TES, les enseignants. Mais ce que j'entends, c'est un peu ce que Jennifer disait aussi, c'est de la flexibilité. Tous les parcours ne sont pas la même ligne droite de A à B. C'est que des fois, il y a des chemins différents. Puis, est-ce que j'ai bien compris que tu n'as pas vécu justement cette flexibilité-là dans ton parcours? Non, vraiment pas. Ils m'ont mis déjà dans une classe qui était adaptation scolaire. Alors déjà là, le nom, pour moi, j'ai comme bon. Où qu'ils m'ont mis encore. Puis, tu t'es déjà senti à part juste avec l'appellation. Puis en plus, qu'on était déjà à part dans une section, parce que moi, mon école est en forme de ruche. Puis toute l'adaptation scolaire était dans une section.
Les classes relations qu'on appelle étaient dans leur section, ils pouvaient pas venir dans la nôtre. C'est comme vraiment quand C'est je fou, disais hein? qu'on était vraiment catégorisés, là, c'est parce qu'ils nous le mettaient. Puis on avait un surveillant, puis les profs, ils savaient tellement pas quoi faire avec nous qu'ils nous envoyaient au local de retrait. Noah, de ton côté, si tu avais des recommandations ou si tu avais à revivre ton parcours, qu'est-ce que tu changerais? Je trouve que Marie-Jeanne a bien couvert l'aspect changement. Moi, j'aurais plus comme un message pour le jeune qui vit les difficultés que moi, j'aurais sûrement aimé ça entendre, c'est que dans la vie, malheureusement, on se frappe souvent à des portes fermées et il vient le moment où que de risquer d'attendre que quelqu'un d'autre l'ouvre pour toi, c'est de risquer l'immobilisme dans le sens que c'est de risquer que la porte ne s'ouvre jamais. Et donc, j'aimerais ça, porter ça vers les jeunes qui vivent des difficultés, défoncer la porte. Défoncez votre porte. Allez-y. Vous voulez que quelque chose change. Ne vous laissez pas abattre. Vous frappez à des portes fermées, à des plafonds de verre. Défoncez ça. Ne vous laissez jamais abattre et prenez votre plein pouvoir. Ça, c'est une citation qui reste avec moi beaucoup depuis que je m'engage avec la coalition Interjeunes sur l'éducation. C'est Victor Hugo, je crois, qui dit que celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Et pour moi, ça représente la prison mentale et non l'infrastructure. Ouais. Défoncer les portes, les jeunes. Défoncer. Je pense qu'on peut tous être maîtres de notre destinée. Puis quand on est bien accompagné par des adultes, par des regroupements comme les organismes qui font partie de la coalition Interjeunes, c'est là qu'on aide justement les jeunes et les moins jeunes à faire leur voix. Merci énormément à vous trois d'avoir été là aujourd'hui. Jennifer Robillard, directrice générale de la coalition Interjeunes, Noah Gay et Marie-Joëlle Desroches, les ambassadeurs, ambassadrices de la coalition et de la grande consultation jeunesse qui a été faite en avril dernier. Merci énormément à vous trois. J'encourage les gens à aller voir ce que fait la coalition. Puis j'ai très hâte de lire votre prochain rapport l'an prochain. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous. Merci à vous trois. Notre ministre d'un jour, c'est un gars de Pont-Vieux à Laval qui, entre son secondaire et son cégep, a décidé de partir en Afrique du Sud avec Jeunesse Canada Monde. Il en a ramené un livre, une vision du monde et un goût pour le service public qui l'a mené à 33 ans à devenir le plus jeune maire de l'histoire de Laval. Réélu l'automne dernier, il dirige une ville de plus de 440 000 personnes. Stéphane Boyer, bienvenue à cette semaine à l'école. Bonjour, un grand plaisir d'être avec vous. Stéphane, t'es un politicien, t'es élu, les gens te connaissent. Mais si jamais tu croises quelqu'un dans la rue puis qui te reconnaît pas, comment est-ce que tu te présentes? Bonne question. Je pense que je me présenterai pas comme un politicien, mais plus comme un entrepreneur. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime faire des projets et j'aime trouver des solutions. Souvent, en fait, pendant longtemps, je me suis questionné dans quelle voie tu pouvais rentrer parce qu'on aime ça souvent rapidement identifier quelqu'un comme « Ah, toi, t'es comptable, toi, tu fais ça dans la vie ». Ouais. Mais tu sais, moi, j'aime la politique, j'aime l'entrepreneuriat, j'ai voulu travailler en développement international, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Puis un jour, j'ai réalisé que le fil conducteur, c'est que j'adore trouver des solutions. Puis pour moi, c'est un petit peu ça, la politique, c'est que tu trouves des solutions aux enjeux de société. En entrepreneuriat, tu trouves des solutions en développant un produit ou un service qui répond à un besoin. En développement international, tu tentes d'améliorer un système d'éducation ou de santé ou une économie d'un pays, d'une région. Donc, vraiment, je suis un gars qui aime trouver des solutions. J'ai l'impression que ton parcours scolaire a eu un impact significatif sur ce qui s'est passé après. Puis quand tu regardes en arrière, là, quelle vision tu portes sur ton parcours scolaire, primaire, secondaire principalement? Est-ce que c'est pour toi teinté de plus de positif que de négatif? J'ai envie de dire, je pense que j'étais un élève un peu sans saveur, là, c'est-à-dire que j'étais pas le jeune populaire dans le cours d'école, j'étais pas non plus l'étudiant qui avait des A+, j'étais pas non plus celui qui coulait ses cours, tu sais, j'avais des notes moyennes, je passais un peu inaperçu. Donc, moi, je pense qu'il m'a beaucoup défini, en fait, c'est surtout mes expériences de voyage qui étaient imbriquées avec l'école. Donc, j'ai eu l'opportunité d'appliquer dans un programme pour aller faire mon secondaire 4 en Nouvelle-Zélande. Après ça, je suis revenu, j'ai fait mon 5. Après ça, je suis parti à l'étranger en Afrique du Sud pour un programme de bénévolat. Et durant mon cégep et l'université, j'ai fait aussi un stage au Guatemala et j'ai fait une session universitaire au Mexique. Puis moi, c'est beaucoup ces moments-là où je suis allé étudier à l'étranger, où j'ai vu d'autres systèmes, d'autres façons de faire qui m'ont beaucoup transformé comme être humain, qui m'a donné un peu une vision de la vie qui est différente aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué.
Bon, là, j'ai une bonne nouvelle. On a notre première ministre qui a besoin de renouveau dans son gouvernement. Puis elle s'est dit, je vais aller chercher un des maires les plus dynamiques au Québec. Tu reçois l'appel de la première ministre Fréchette qui dit, Stéphane, je veux que tu deviennes mon ministre de l'Éducation pour les prochaines 24 heures. Tu dors là-dessus, j'imagine que tu as déjà 1000 idées. Tu arrives au bureau le lendemain, puis là, tout le monde est un peu excité. Tu as ta gang politique qui est là avec toi. Tu as les journalistes au bord de la porte qui attendent de voir qu'est-ce que tu vas faire. Le micro est à toi, Stéphane. Tu es ministre de l'Éducation d'un jour. Quelle est la première réforme que tu veux implanter? Je pense que la première réforme que je ferais, c'est d'avoir des cours qui sont peut-être un peu moins académiques, plus pratiques pour le quotidien. Okay. Ça m'a toujours fasciné. Tu sais, c'est pas en fait, tout le monde au Québec va aller au primaire et au secondaire, mais c'est pas tout le monde qui va aller au cégep ou à l'université. Puis en ce moment, quand je regarde, en tout cas, c'était ça à mon époque, quand tu vas au secondaire, c'est beaucoup de... Tu sais, on t'apprend des cours d'économie. Fait qu'on t'apprend la balance commerciale d'un pays, mais on te parle pas de finances personnelles, de comment gérer des REER puis des impôts, puis comment t'assurer de toi, à titre d'humain, bien t'en sortir dans la vie au niveau de la gestion de tes finances. On a des cours de biologie où est-ce qu'on parle de cellules, mais on t'explique pas tant comment gérer tes émotions puis comment être un humain qui navigue bien dans toute la complexité des interactions humaines puis des expériences de vie humaine que tu vas vivre dans le reste de ta vie. Puis je trouve que, de manière générale, on a, c'est ça, beaucoup de cours qui sont théoriques, qui sont académiques, qui sont parfaits pour quelqu'un qui est rendu à l'université. Mais au secondaire, il me semble qu'on devrait avoir un peu plus de choses qui sont pratico-pratiques. J'avais vu, entre autres, en Nouvelle-Zélande, un contre-exemple où en Nouvelle-Zélande, tu as beaucoup de... À même l'école, tu passes ton permis de conduire, tu passes tes cours de premiers soins, tu apprends à piloter un bateau. Ah ouais, hein? Tu as beaucoup de petites formations qui gravitent en parallèle des cours plus classiques. Puis j'avais trouvé ça super intéressant. Même j'avais rencontré, quand j'étais là, 2 jeunes de l'Autriche. Je sais pas si le système autrichien fonctionne encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, lorsque tu terminais ton école secondaire, tout le monde devait avoir 1 année de service public. Donc, tu partais 1 an soit faire l'armée, soit aller étudier à l'étranger, ou soit travailler dans un organisme communautaire, par exemple auprès de personnes âgées ou de personnes avec des déficiences. Et c'était un peu une formation, c'était comme 1 année où est-ce que tu te formais à devenir un citoyen. Mm-hmm. Ça, je trouvais ça incroyable. Tu as toute une population, toute une génération qui a eu l'une ou l'autre de ces expériences-là. Je trouve que ça rajoute beaucoup de relief à juste des cours théoriques. Puis des cours théoriques. Et c'est gagnant-gagnant pour la société aussi, parce que souvent, entre autres dans le service public, ces organismes-là ont des enjeux, ont besoin d'un coup de pouce. Et comme tu dis, ça forme la jeunesse à devenir des citoyens impliqués. Je pense que c'est gagnant-gagnant dans ce développement professionnel et humain-là de nos jeunes. Ben oui. Puis c'est comme ce système actuel, il est fait pour que tu choisisses une carrière à l'université. Et je trouve qu'on manque une opportunité parce que, au final, au-delà d'aider les gens à obtenir un diplôme universitaire, tu veux surtout avoir des citoyens qui sont heureux, bien dans leur peau, qui sont fonctionnels en société. Parce que si tu as des citoyens qui sont justement plus habiles au quotidien à gérer leur vie personnelle, ça fait des citoyens plus heureux, puis ça fait une société qui est plus heureuse, qui est plus fonctionnelle, qui a peut-être moins de criminalité. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de gains à avoir un système d'éducation qui serait peut-être un peu plus axé sur le développement des individus au niveau primaire, secondaire. Puis après ça, tu rentreras dans la théorie, puis tu apprendras comment fonctionnent les cellules si tu as choisi d'aller en sciences rendu à l'université. Ouais. Moi, ça, je pense que ça serait la principale réforme que je ferais. La gestion d'une carte de crédit, au-delà même du simple taux d'intérêt, comment payer, comment faire un... Pour ceux qui l'ont jamais fait, faire un premier virement dans ses REER, c'est comme une montagne. Comment ça marche, comment on crée un REER, comment on envoie de l'argent dans un REER, c'est un exemple, dans un CELI. Ça reste des compétences que souvent on va apprendre sur le tas, dans des articles de journaux ou via des membres de la famille, mais c'est pas tout le monde que ces bonnes personnes-là autour de soi. Puis c'est là où l'école peut faire une grande différence. Je me rappelle que quand j'étais au secondaire, j'ai une amie qui, pas longtemps après le secondaire, là, peut-être à 19 ans, avait déclaré faillite personnelle parce qu'elle s'était endettée quand elle avait commencé à pouvoir avoir des cartes de crédit. Elle avait mal su gérer cette nouvelle réalité-là, mais elle avait eu à l'époque des cours d'économie, mais de macro-microéconomie. Ouais, l'offre et la demande. L'offre et la demande. Mais elle n'avait jamais eu de cours sur les finances personnelles. Donc, je pense que ça illustre bien peut-être l'ironie de la chose. On a comme un système qui vise à former des gens qui vont s'intégrer au système professionnel, mais pas humain et sociétal. OK, c'est une bonne première réforme. Ça touche quand même les programmes d'enseignement puis le quotidien de nos jeunes. Est-ce que tu as une autre réforme à suggérer? Ben,
pas tant une réforme, mais peut-être plus une réflexion qu'on doit toujours garder en tête quand on développe le système d'éducation, c'est l'importance du système d'éducation comme milieu de vie. Comme milieu de vie où on grandit, où on se développe comme humain, où est-ce qu'on développe des valeurs. Ça, c'est fondamental pour la suite de notre société. Je crois que si j'étais ministre de l'Éducation, je voudrais garder en tête que, au-delà des apprentissages techniques et des diplômes, l'école, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu où est-ce qu'on développe des valeurs, une réflexion sur la vie, sur ce qui nous entoure. Ça, c'est fondamental pour la suite qu'on veut donner à notre société. S'il y a quelque chose qu'on pense être important de mettre de l'avant, ben ça commence par l'école. Et ça, c'est à la base de tout. C'est un lieu d'interaction qui est super important quand on se développe aussi. Ouais. Nos premiers amis, nos premières rencontres amoureuses, nos premiers tragédies ou drames humains, on les vit souvent à l'école, en périphérie de ce qui se passe dans la salle de classe. Donc ça, c'est aussi là, un élément, je trouve, qui est faut pas perdre de vue. Parce que des fois, quand on fait des réformes, on pense au cursus scolaire, au système de notation, ou à des programmes ou à des budgets, puis c'est une réalité même, mais au cœur du système d'éducation, c'est des humains. Puis je pense qu'il faut surtout focusser sur comment est-ce qu'on fait en sorte que ces humains-là vont être des humains complets, heureux, bien dans leur peau, qui vont avoir des outils, évidemment, après ça, pour la suite des choses. Ouais. J'ai vu quelques ministres d'un jour qui m'ont mentionné l'idée de rouvrir les écoles sur la communauté, de faire en sorte que l'école et, par exemple, la bibliothèque publique soient le même bâtiment ou le centre communautaire soit intégré à l'école. Toi qui es maire d'une ville, serais-tu d'accord avec cette idée-là d'ouvrir l'école sur la communauté, d'ouvrir la communauté sur l'école, puis d'avoir cet échange-là que je crois on a perdu au fil des 20 dernières années pour des enjeux de sécurité, pour des enjeux de contrôle? Les écoles sont plus accessibles par la population, à quelques exceptions près. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne avenue? Ben, je pense que oui. Et en effet, dans la société, on a tendance à tout mettre dans les vases clos. Souvent, la raison, c'est parce que on est chaque personne ou chaque organisation se dédie à une mission qui est spécifique. Donc, par exemple, la résidence personnes âgées, elle se spécialise à gérer des personnes aînées et a donc à développer un bâtiment fait pour les aînés. Les professeurs, le système d'éducation, eux, ont leur mission éducative. Donc, parce que tout le monde est spécialisé puis tout le monde a un budget qui est distinctif, on développe des choses séparées les unes des autres. Mais on aurait intérêt à peut-être plus mélanger les domaines. Parce qu'en effet, on pourrait avoir une école où est-ce que, justement, moi c'est un exemple que j'avais vu qui m'avait beaucoup parlé, c'était un service de garde qui s'était implanté au rez-de-chaussée d'une résidence pour personnes aînées. Ouais. Il y avait cet échange-là quotidien où les aînés descendaient, venaient jouer avec les jeunes. Puis c'était autant valorisant pour les jeunes de créer des liens avec des personnes plus aînées, mais aussi pour les personnes plus aînées d'avoir un contact avec des plus jeunes. Comme maire, tu dois côtoyer beaucoup de gens, évidemment, puis beaucoup de jeunes, beaucoup de familles. Tu penses quoi de la jeunesse d'aujourd'hui? Je trouve qu'on est à la fois pareil et différent. Ça veut dire que c'est vrai que chaque génération a des références culturelles. Ne grandit pas avec les mêmes films, les mêmes chansons, les mêmes idoles. Donc, des fois, on peut sentir une déconnexion d'une génération à l'autre. On peut sentir que d'une génération à l'autre, il y a quelque chose qui s'est perdu ou qu'on est différent. Mais en même temps, au-delà de ces nuances culturelles-là ou générationnelles, on est aussi, tu sais, les humains, on est tous pareils. Peu importe l'époque où on a grandi, peu importe notre langue, peu importe notre couleur de peau, que c'était il y a 300 ans ou aujourd'hui, on veut quoi? On veut être fier de nous, on veut être aimé, on veut se sentir en sécurité, on veut pouvoir rêver à un avenir, on veut pouvoir avoir des objectifs. Donc, on partage. On veut que nos enfants aient une belle qualité de vie. C'est souvent ça, hein, l'humain, c'est de redonner au suivant, qui est souvent la génération d'après. C'est ça, fait qu'on veut tous la même chose, puis je pense que les jeunes de nos jours sont pas si différents que ça que les autres générations qui étaient avant elles. Des fois, la façon qu'ils s'impliquent va changer. La façon de communiquer va changer, parce que c'est pas les mêmes outils. Quand j'ai grandi, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui est le principal moteur de nos communications. Mais, tu sais, donc il y a des différences, mais en même temps, il y a beaucoup de similarités. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer, qu'on peut s'avancer ensemble, puis qu'on crée des ponts entre les générations. Stéphane, la journée est déjà terminée, puis là, tu as quelques minutes de libre. Tu faisais une visite d'école à Laval, justement, tu regardais des classes modulaires, puis tu disais « Colin, il me semble qu'on veut mieux pour nos jeunes. » Mais somme toute, tout le monde est parti, les lumières sont éteintes.
Là, tu t'es dit, je vais laisser un mot au tableau pour les jeunes quand ils vont revenir le lendemain matin. Qu'est-ce que tu écris au tableau? J'ai envie de dire, vis tes rêves, ne rêve pas ta vie. Moi, c'est quelque chose que j'avais entendu quand j'étais au secondaire, puis ça m'a marqué. Comment est-ce que des fois, on prend pas action sur notre avenir. Mais des fois, on a des craintes pour un nid. Ouais. Puis je vais terminer avec une anecdote. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande pour faire mon secondaire 4, des fois, on me proposait des activités, on me proposait de partir un week-end en camping avec des personnes que je connaissais pas encore. Puis souvent, mon réflexe, c'était de vouloir rester dans ma zone de confort. Mais je me disais, Stéphane, c'est une expérience unique, ça va passer une fois dans ta vie, profite-en, vas-y, fonce, tu te reposeras rendu chez vous, de retour au Québec. Et donc, j'ai saisi toutes les opportunités qui sont présentées à moi durant cette année-là. Puis à chaque fois quand je revenais, je me disais, j'avais une réflexion, est-ce que j'ai bien fait de l'accepter, l'opportunité? Est-ce que je le regrette? C'était presque tout, la réponse était presque tout le temps que j'avais apprécié d'y avoir été et d'avoir foncé. Puis dans la vie, ça m'a conditionné justement à saisir des opportunités qui passent, puis à oser. Pas parce que t'oses que ça va être une réussite à chaque fois. Pas parce que t'oses que tu vivras pas d'écueil, mais c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu apprends. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir, peu importe le domaine dans lequel on veut travailler ou éduquer ou s'éduquer. Je crois que c'est quelque chose qui peut être très formateur. Stéphane Boyer, maire de Laval, merci beaucoup. Un grand plaisir. Si je retiens une chose de la saison au complet du balado cette semaine à l'école, c'est celle-ci. Derrière chaque apprentissage, il y a quelqu'un. Cette semaine, on l'a entendu 3 fois. On a entendu des jeunes qui demandent pas moins de l'école, mais une école qui a du sens. On a entendu un maire qui a jamais oublié le gars de Pontvio qu'il était. Et 10 enseignants, enseignantes, 10 profs dans le Journal de Montréal qui ont changé des vies sans toujours le savoir. L'école, c'est pas un bâtiment, c'est pas un bulletin non plus. C'est du monde qui croit en d'autres mondes. Merci à Jennifer Robillard, à Noah et à Marie-Joëlle d'avoir prêté leur voix aujourd'hui. Merci au maire Stéphane Boyer, maire de Laval, pour avoir joué le jeu, d'être ministre de l'Éducation d'un jour. Et surtout, merci à vous, à chaque semaine, qui êtes là depuis le tout début de la saison. Le balado est propulsé par Grand Possible. Si vous aviez aimé la saison, sachez que l'émission, le balado, les épisodes, c'est juste une porte d'entrée. L'idée, c'est de parler d'éducation de façon ambitieuse, pragmatique, concrète. Derrière Grand Possible, mais il y a des outils comme WorkU pour les élèves qui ont des difficultés à lire et à écrire, ou les parcours parents d'aidersonenfant.com pour outiller les parents qui sont aussi un acteur extrêmement important dans la réussite de leurs jeunes et dans la réussite d'un système d'éducation. Et c'est le Club des pros aussi de Grand Possible pour outiller tous les professionnels de l'école gratuitement. Puis le nom Grand Possible, c'est pas un hasard parce qu'on pense que chaque jeune porte en lui ou en elle un grand possible et que le rôle de l'école, c'est de l'ouvrir. On se quitte pour l'été, mais en même temps, pas vraiment, parce que tout au long des prochaines semaines, je vais ressortir des épisodes ou des extraits ou des moments forts ici et là que vous allez pouvoir réécouter, des top 10 puis des trucs comme ça. Puis on revient pour de vrai à la mi-août avec une saison 2, des nouveautés, des chroniques, mais surtout, toujours la même passion pour l'éducation. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin des jeunes et on se retrouve dès la mi-août 2026. Bye tout le monde.